Alors nous venons de vivre une semaine de fou aux États-Unis. Rendez-vous compte, le samedi 13 juillet, tentative d'assassinat contre Donald Trump lors d'un meeting en Pennsylvanie. C'était la veille du démarrage de la convention républicaine à Milwaukee, cette même convention républicaine qui a vu l'émergence d'une nouvelle tête, d'un nouveau vice-président pour Donald Trump qui s'appelle J.D. Vance, donc deux personnages, deux événements incroyables. Et le dimanche 20 juillet, eh bien, on apprend le retrait de Joe Biden. On a un peu du mal à s'en remettre de cette semaine, tellement elle a été intense, tellement elle va bouleverser la vie des États-Unis, mais aussi probablement la vie du monde. Alors, le retrait de Joe Biden de la course à la présidentielle était plus ou moins attendu, mais il reste que dans un pays comme les États-Unis, de l'importance de ce pays, ce n'est évidemment pas un événement anodin. Si sa vice-présidente, Kamala Harris, semble logiquement devoir prendre la suite, sa candidature, pourtant, ne coule pas de source. D'abord parce qu'au cours des 4 années qui viennent de s'écouler, encore davantage que Joe Biden quand il était vice-président de Barack Obama, Kamala Harris est restée plus que dans l'ombre. Par le moment, elle a tout bonnement disparu. Et sur les terrains qui lui ont été confiés, comme par exemple prendre contact avec les pays d'où partent les flux migratoires immenses qui traversent la frontière américaine, eh bien, elle a totalement échoué. Les quelques épisodes de politique étrangère dans lesquels elle s'est impliquée n'ont pas non plus laissé de traces. On se souvient surtout de ses gaffes, comme celle d'avoir déclaré lors d'une visite en Corée du Sud que les États-Unis avaient une relation forte et amicale avec la République de Corée du Nord. Sans devenir président à la place du président, comme ça a pu être le cas avec Dick Cheney, cette mandature de Joe Biden aurait pu être l'occasion pour elle de rendre sa future candidature comme évidente. Le fait aujourd'hui que certains classiques du Parti démocrate comme Barack Obama, Chuck Schumer ou encore Bernie Sanders ne lui aient pas encore apporté leur soutien montre que cette candidature est tout sauf évidente. Alors, au niveau des militants, des électeurs, Kamala Harris a déjà été testée par les organismes de sondage. Dans les sondages, hélas, elle imprime peu. Dans les États, ce n'est pas une surprise, de la Rust Belt, vous savez, la ceinture de rouille, ceux de la région des Grands Lacs. Les gens sont en revanche plus réceptifs à Kamala Harris en Arizona, en Géorgie ou dans le Nevada, qui seront des États qui vont compter cette fois-ci. C'est là que va se jouer l'élection, dans 7 États clés, qu'on appelle les États pivots, les fameux swing states. Pour l'instant, en termes de popularité, Kamala Harris est légèrement derrière Joe Biden, mais sa nomination, si elle est confirmée, lui apportera mécaniquement un boost. Alors cette candidature, on peut s'interroger, cette nomination probable, est-ce que c'est une mauvaise ou une bonne nouvelle pour la campagne de Trump ? Évidemment, c'est une mauvaise nouvelle. Car contrairement à ce qu'affirme le même Trump, dès l'annonce hier du retrait de Joe Biden, elle ne sera pas plus facile à battre que lui. D'abord parce que c'est une élection qui se joue en mobilisant sa base. C'est la clé de la réussite d'une élection aux États-Unis. Alors, coup sur coup, le débat calamiteux entre Biden et Trump, la tentative d'assassinat sur Trump, l'annonce du Covid de Joe Biden ont évidemment profité immensément aux républicains qui, si on ajoute la nomination dont je parlais tout à l'heure de la star montante du parti, J.D. Vance, la base est électrisée. À l'inverse, la persistance de Biden à vouloir concourir en dépit de sa santé mentale déclinante avait jeté le camp démocrate dans le désarroi. Depuis hier, depuis cette annonce, militants, électeurs, donateurs ont repris l'espoir. L'argent arrive, les soutiens sont soulagés, et ce, quel que soit le nom du candidat qui sera désigné, pourvu qu'il ne soit pas Joe Biden. Ensuite, même si Kamala Harris n'a jamais brillé en débat, qu'elle a vécu une présidente, on l'a dit, une vice-présidence plutôt en demi-teinte, ou encore que son passé de magistrate ou de sénatrice de Californie n'ait pas laissé une trace indélébile dans l'histoire politique des États-Unis, la perspective d'accéder à la magistrature suprême peut la transformer, lui donner une énergie supplémentaire pour affronter la machine Trump. Alors, en plus, elle n'a pas un bilan totalement vide. Elle est d'abord connue pour être une militante farouche du droit à l'avortement. Droit à l'avortement, c'est très important aux États-Unis parce que contrairement à la France, où en dépit de toutes les gesticulations qui ont conduit à placer ce droit dans la Constitution, alors qu'il n'a jamais été menacé en France,
certains États aux États-Unis le remettent directement en question. Et en plus, l'amendement Roe versus Wade, qui le garantissait au niveau fédéral, a été renversé, laissant désormais le choix de décider aux mêmes États. Et Harris s'est engagé, s'est vraiment engagé, a fait plusieurs déplacements dans le Dakota du Sud, dans le Minnesota, dans des États où ce droit à l'avortement pouvait être remis en cause. Jeune procureure, on ne s'en souvient pas, mais je vais vous le rappeler, elle a fait par exemple changer des lois sur la prostitution des mineurs. Celles-ci, à l'époque, étaient considérées comme des criminels. Elles sont devenues des victimes grâce à elle. Elle a, par exemple, aussi mis des logiciels pour essayer de réguler les excès de la police. Vous savez, l'affaire George Floyd en a été l'illustration. Et elle voulait pouvoir attester de la brutalité de la police, qui est véritable aux États-Unis. Et du coup, elle s'est placée dans le sens des minorités et dans le camp progressiste pour lequel elle est connue. Alors, en revanche, comme magistrate et procureure générale de l'État de Californie, elle a laissé le souvenir de quelqu'un franchement du côté de l'autorité, enfermant dealers, consommateurs de drogue à tout va. Au moment de l'affaire George Floyd que je viens d'évoquer, elle était plutôt du côté de la police d'ailleurs, avant de faire volte-face. Beaucoup le lui reprochent. Ça pourrait jouer pour pousser les minorités à voter pour elle. Je me souviens personnellement d'une femme, d'une militante des droits noirs qui me disait aux États-Unis, quand il s'est agi d'aider les femmes noires à accéder à des postes de responsabilité, Kamala Harris a toujours choisi les blanches. Voilà, en 2020, il ne faut pas non plus oublier, dans la primaire des démocrates à laquelle elle avait concouru, les militants de Bernie Sanders la surnommaient Hillary 2.0. Elle est donc woke, mais pas trop. Et puis, son pédigré n'est pas idéal pour concourir à la magistrature suprême aux États-Unis. Alors, on nous rétorquera qu'en effet, Ronald Reagan a bien été élu de Californie avant de devenir président, il en était gouverneur. C'est vrai, mais la Californie d'aujourd'hui n'est plus celle d'hier. C'est un État où les gens fatigués du wokisme ambiant, incarné par le gouverneur Gavin Newsom, qui est quelqu'un d'ailleurs qui a rejoint Kamala Harris, qui la soutient, eh bien ces gens, ils vont s'installer au Texas ou en Floride. Sa ville, la ville de Kamala Harris, San Francisco, est devenue la quintessence de la tragédie sanitaire liée aux drogues. Elle n'est pas la seule ville à connaître son centre-ville totalement occupé par les toxicomanes. Quant à elle, elle incarne l'aristocratie démocrate de la côte ouest, avec 2 parents scientifiques de renom, un père jamaïcain, une mère indienne. Elle a certes connu la ségrégation au cours de son enfance, notamment dans les transports pour aller à l'école, mais elle a toujours vécu dans une banlieue tranquille qui n'était nullement un ghetto. Elle a gravi les marches du succès, sachant se faire des alliés dans la Silicon Valley, près de San Francisco, mais aussi parmi les héritiers fortunés comme Vanessa Getty ou Summer Tompkins Walker, la fille du fondateur des marques de sport Esprit et The North Face. Alors, beaucoup de démocrates, face à l'ouragan Trump qu'ils voyaient arriver et cette probabilité de son élection en novembre plus qu'évidente et avec tous ces événements que j'ai décrits, eh bien, se sont évidemment jetés sur la candidature de Kamala Harris pour dire « elle est notre seul espoir, c'est trop tard, c'est la seule qui est connue, elle est vice-présidente, les autres ne sont pas en état, dans le Parti démocrate, de se présenter ». Alors donc, beaucoup de démocrates, dont plus de la moitié des délégués démocrates déjà, lui ont apporté son soutien, donc elle est quasiment certaine d'obtenir cette nomination. Il reste que Barack Obama ne lui a pas accordé son soutien encore. Alors c'est étonnant, alors peut-être qu'on peut dire Barack Obama veut montrer qu'il respecte les règles du parti, qu'il désignera son candidat donc à la convention le 19 août. En réalité, Obama, dont le silence d'Obama montre qu'il n'est pas d'accord avec cette candidature, en tout cas que leurs relations ne sont pas au beau fixe. Alors c'est un peu injuste pour Kamala Harris, hein. Je vais vous expliquer pourquoi, mais la politique, vous verrez, est un monde cruel, vous le savez déjà. Leur amitié remonte à l'époque où Obama est devenu sénateur de l'Illinois en 2004. Et en 2008, au moment de sa candidature à la primaire démocrate, eh bien, Kamala Harris fut la première fonctionnaire de Californie à le soutenir. À l'époque, elle s'était mise en froid avec ses donateurs qui, eux, soutenaient Hillary Clinton. Elle s'était mis à dos l'ensemble du parti. Barack Obama, c'était la figure montante, mais c'était aussi l'empêcheur de tourner en rond et pour les Clinton d'être réélus après Bill Hillary. Elle a donc pris des risques pour lui. Et lui, aujourd'hui, on voit qu'il ne lui rend pas la monnaie de sa pièce.
Alors, aux États-Unis, il est de notoriété publique que Obama et Harris ne s'entendent plus depuis longtemps. Peut-être est-ce parce que Obama avait un jour déclaré qu'elle était la procureure la mieux foutue du pays. Remarque un peu sexiste, il s'était excusé ensuite, mais depuis, Kamala Harris n'a jamais été très en phase avec Barack Obama. Et quand on lui a maintes fois déclaré, mais vous êtes vice-présidente, vous pourriez devenir présidente, vous pourriez être, Obama en femme, Obama féminine, elle a déclaré à chaque fois, de façon persistante, je ne me considère pas comme faisant partie de son héritage. Voilà. Alors, ses relations avec Joe Biden s'étaient aussi dégradées. Là, Harris a joué le jeu, hélas, en se taisant comme les autres sur la santé défaillante d'un président qu'elle voyait pourtant régulièrement. Alors, la vraie question qui se pose, c'est que est-ce que Kamala Harris, nous sommes aujourd'hui fin juillet, la convention, je l'ai dit, aura lieu le 19 août et l'élection le 5 novembre. Vous vous rendez compte qu'on a très peu de temps et cette démission de Joe Biden, enfin ce retrait de Joe Biden, embarrasse beaucoup de gens parce que Donald Trump, évidemment, a beaucoup d'avance. Kamala Harris aura-t-elle une chance seulement de rattraper ce retard? C'est très tard, c'est bien sûr. Une élection, on le sait, n'est jamais jouée d'avance. Tout peut changer au dernier moment. Mais le fait que Biden se retire à 3 mois du scrutin, que Harris, ou quiconque d'ailleurs, n'est pas encore nommé officiellement, eh bien ça laisse un vide abyssal qui immanquablement sera exploité et est déjà exploité par le camp adverse. Le camp adverse a trouvé, d'ailleurs, les républicains, ils se sont engouffrés dans la brèche ouverte par le retrait de Biden. En effet, disent-ils, s'il ne peut être candidat pour des raisons de santé mentale, pourquoi resterait-il président? Nous sommes aux États-Unis, c'est la plus grande puissance du monde. Joe Biden, avec une santé déficiente, ne peut pas rester président. Voilà l'axe vers lequel d'abord les républicains vont se tourner. Ils vont bien sûr critiquer Kamala Harris, mais en fait, pourquoi Biden ne peut pas se présenter et pourquoi il peut exercer ses fonctions de président? Il y a un peu une incohérence. Donc évidemment, plusieurs voix républicaines se sont élevées pour demander sa démission. Biden se retire et on le voit bien, l'intérêt des républicains est de le cibler sur sa présidence et en quelque sorte de le maintenir dans le jeu d'une certaine façon. Sa faiblesse, sa maladie restent leur meilleur atout.